Bonjour à tous, à toutes et à tous, et bienvenue à cette conférence débat autour du marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon. Je suis Simon Chapuis, directeur régional Occitanie-PACA. J'aide les acteurs du foncier, de l'aménagement et de l'immobilier à mieux comprendre leur marché pour y développer leurs meilleurs projets et stratégies. Alors, avec moi aujourd'hui, Anaïs Cloto et Alexandre Steinec, à la régie, comme on dit. Ils seront modérateurs de ce nouvel événement que nous vous proposons en 2021, ainsi que Clémence Perrault, votre consultante référente territoriale en Occitanie, qui est là pour m'épauler aujourd'hui et pour répondre à toutes vos questions. L'objectif de cette conférence aujourd'hui est de vous retracer un bilan chiffré de l'année 2020, ainsi que vous présenter les perspectives que précédente adéquation pour 2021, donc cela au niveau national, puis décliné à l'échelle du Languedoc-Roussillon dans un deuxième temps. Nous prévoyons ensuite un temps d'échange autour de thématiques qui pourraient émerger lors de cette conférence. Alors, comment va se dérouler le live? Je vous invite vivement à réagir et interréagir, notamment à travers la rubrique chat, donc vous pourrez chatter tout au long de l'événement. Vous pourrez également poser vos questions à travers la rubrique questions. Vous pourrez par ailleurs liker les questions des autres, ce qui aura pour effet de faire remonter en tête de file les questions les plus plébiscitées. Vous pourrez également venir me rejoindre sur scène, oui, la technologie permet cela, en demandant tout simplement dans le chat, j'aimerais venir sur scène. Le support de la conférence est téléchargeable dès à présent. Le live vous sera envoyé en toute fin de conférence. Voici, donc je vous propose de commencer directement par la conférence, par l'analyse d'un premier graphique, donc au niveau national. Ce graphique un peu lourd, je vous le concède, présente ici l'évolution des ventes au détail de logements neufs en France métropolitaine, ainsi que les prix. Vous voyez donc les histogrammes répartissent les ventes à investisseurs, donc en vert clair, ainsi que les ventes occupants en vert foncé. La courbe orange présente l'évolution des prix en France métropolitaine, dans le neuf. Donc ce graphique nous permet de voir quoi? Il nous permet de voir que l'activité est cyclique. Donc en effet, depuis les années 90, plusieurs cycles se sont succédés avec des pics hauts, autour de 120 à 130 000 ventes au détail annuelles, auxquels succèdent des pics bas, plutôt compris entre 70 000 et 80 000 ventes annuelles. Le prix, lui, n'est pas cyclique, il ne fait que progresser. On le voit bien, la courbe orange fait apparaître l'évolution des prix pour arriver à un peu plus de 4 300 € hors parking en moyenne à l'échelle nationale. Si on regarde plus précisément ce qui s'est passé sur la dernière période, avec le graphe suivant, alors on voit que l'évolution entamée à partir de 2015, on voit ce pic aussi entre 2017 et 2019. En 2019, apparaît la conjonction de deux événements. Le premier, c'est l'apogée du ralentissement des permis de construire. Alors, j'ai une première question qui arrive, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc, la première information finalement de cette conférence, c'est que 2020 marque le début d'un cycle baissier. Regardons à présent plus précisément ce qui s'est passé sur l'année 2020. Donc, graphe suivant, à travers deux autres indicateurs que sont les mises en vente et l'offre commerciale, toujours en France métropolitaine et toujours sur la vente au détail. On voit qu'en 2020, on observe une chute de 33% des mises en vente, donc passant de près de 120 000 en 2019 à un peu moins de 80 000 en 2020. Donc cet amenuisement de l'offre déjà existant a été renforcé par l'effet des retraits d'offres au détail, redestinés à la vente en bloc. Je pense ici au plan de relance CDC Habitat de 40 000 logements et également du plan d'action logement INLI en Ile-de-France pour près de 10 000 logements. Donc le nombre de ventes baisse,
de 32% à l'échelle nationale, pour représenter moins de 87 000 ventes nettes au détail. Le stock, mécaniquement, baisse à un niveau préoccupant, pour représenter seulement 86 000 logements à la fin 2020, soit en retrait de 14%. À ce niveau, on ne répond plus à l'ensemble des besoins en logement, que ce soit en termes de typologie ou de gamme de prix, ou tout simplement de géographie de l'offre. On ne le voit pas sur le graphique, mais il faut savoir que la baisse a été très marquée en Île-de-France, avec moins 42% de ventes, ainsi que dans les métropoles régionales, qui ont été le plus impactées, avec des retraits de l'ordre de 33%. Cela à la faveur des marchés non métropolisés, donc les villes moyennes, les zonages B1 qui ont mieux résisté. La part de marché de ces plus petits marchés, on va dire, progresse de 5 points et représente quasi un tiers du marché métropolitain aujourd'hui. Regardons à présent le comportement des marchés au sein des grandes métropoles, avec ce qu'on appelle chez Adéquation la carte météo du marché du neuf. Alors, on y voit quoi? Deux indicateurs ressortent ici. Vous avez le prix moyen de vente en collectif en 2020 et son évolution sur les 18 derniers mois. Et puis, l'évolution des ventes au détail sur chacun de ces marchés. Donc, on voit quoi? On voit un temps plutôt couvert sur l'ensemble de l'Hexagone, avec une grosse dépression sur le Grand Paris et la métropole de Lyon. C'est dans ces marchés les plus tendus que le manque d'offres a pesé fortement sur les niveaux de vente. La baisse des ventes a également été très marquée à Bordeaux, à Nantes, dans le franco-genevois, et c'est également le cas de la métropole de Montpellier avec moins 37% des ventes. De gros marchés jusqu'alors plus résilients se sont également contractés. Il s'agit des métropoles de Marseille et de Lille. On pourrait croire à un climat plus doux dans les Alpes-Maritimes, mais la baisse avait déjà été marquée en 2019. Le département du Var, lui, tire clairement son épingle du jeu. Si on regarde maintenant l'indicateur des prix, eh bien on voit que le mercure est clairement à la hausse, avec de fortes progressions dans les Alpes-Maritimes, à Lyon, en Île-de-France, à Aix-Marseille ou encore à Nantes, avec des hausses comprises entre 8 et 10%. Moins prononcées, mais tout de même élevées, elles sont comprises entre 3 et 7% à Montpellier, dans le franco-genevois, à Rennes, Bordeaux ou encore Toulouse. Donc le constat finalement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un grand nombre de marchés métropolitains sont désormais dans l'œil du cyclone. Voilà, je vous propose de poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions ou à chatter tout simplement. A priori, pas de questions pour le moment. Je jette un coup d'œil au modérateur. Il m'indique que non, donc je vous propose de passer à la suite et de regarder, de vous faire part à présent des prospectives qu'on peut imaginer sur le marché national. Ok, donc on peut passer slide suivant, à moins qu'il y ait des questions. Ok. Alors, ce graphique nous montre quoi? Ce graphique montre la répartition des ventes totales, donc cette fois-ci les ventes au détail, auxquelles nous avons ajouté les ventes en bloc, puisque vous le savez, les ventes en bloc ont eu un rôle déterminant en 2020 sur les marchés. Donc les ventes au détail apparaissent en couleur orange, donc elles se répartissent entre vente à investisseurs et vente à investisseurs, pardon. En bleu clair, vous avez les ventes en bloc à destination de locatifs, que ce soit locatif social, locatif intermédiaire ou locatif libre. Enfin, en vert apparaissent les ventes en résidence-service. Donc, on voit quoi? On voit tout d'abord que sur la période 2007 à 2019, eh bien, les ventes au détail représentaient 2/3 de l'activité. En 2020, on voit que cette part régresse fortement puisqu'elle ne représente à peine plus de la moitié des ventes. Donc avant 2019, le solde se réalisait en locatif social.
pour représenter jusqu'à 20% de l'activité en période haute, on va dire, lorsque les bailleurs profitaient du dynamisme de l'activité en promotion immobilière. On voit également l'émergence à partir de 2014 du segment locatif intermédiaire et le solde se réalisant sur le segment de la résidence-service avec environ 12 à 13 000 ventes annuelles. Donc en 2020, on voit quoi? Eh bien, on trouve de nouveaux équilibres entre les ventes en bloc et les ventes au détail et l'émergence de nouveaux segments. On voit tout d'abord la chute des ventes au détail, puisque ce sont moins 40 000 logements qui ont été vendus au détail en 2020, moitié investisseurs, moitié occupants. Donc, c'est une perte de 20 000 ventes pour chacune de ces deux clientèles. En revanche, on voit que la vente en bloc est venue compenser en partie les volumes avec une forte progression du locatif abordable contractualisé ainsi que du locatif libre à travers CDC Habitat notamment, mais pas que. On voit que les investisseurs institutionnels reviennent depuis 2-3 ans environ et s'orientent vers le segment du résidentiel qui semble aujourd'hui être plus résilient que le marché du bureau, par exemple, ou celui du commerce. On voit une légère baisse des ventes en bloc à destination de locatif social. Et enfin, on voit une progression légère des ventes en résidence-service qui correspond à une véritable appétence de la part des institutionnels, mais aussi des investisseurs privés sur le LMNP. Donc au total pour l'année 2020, si l'on regarde le total des ventes détail plus bloc, nous sommes sur une baisse de l'ordre de 25 000 logements, soit moins 13% par rapport à 2019. Donc d'un côté, les ventes au détail ont baissé de 33%, mais si l'on ajoute les ventes en bloc qui composent le marché, naturellement, on est sur une baisse, entre guillemets, inférieure, qui est de 13% environ. Alors, je vois que des questions apparaissent. Tout d'abord, François. Bonjour François, j'espère que tu vas bien. Disposez-vous de la ventilation des ventes en résidence-service? De la ventilation des ventes en résidence-service? Non, en fait, le chiffre dont on dispose, c'est le chiffre global, c'est l'estimation adéquation. Donc, aujourd'hui, les statistiques ne permettent pas de regarder s'il s'agit de ventes en senior ou étudiant, si telle était ta question. Mais je te propose de regarder ça de plus près, de vous répondre à tous sur cette question-là, comme on va le faire pour chacune des questions. Donc, nous avons d'autres questions. Des retours de données sur les marchés secondaires hors métropole, ville moyenne. Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, leur part de marché a évolué. Ces marchés secondaires, donc composés de villes moyennes essentiellement ou de zonage B1, sont les marchés qui ont été le moins impactés en termes de mise en vente, puisque la baisse des mises en vente de mémoire est de l'ordre de 15% seulement. Et la baisse des ventes, alors j'ai peut-être l'information, la baisse des ventes était inférieure à la moyenne nationale, on devait être à environ moins 18%. Donc on voit en effet ce rééquilibrage géographique qu'on pouvait imaginer, il s'est clairement matérialisé en 2020, puisque la géographie des marchés a évolué avec un poids, encore une fois, qui a gagné 5 points. Donc, les villes secondaires ont pesé pour 5 points de plus dans l'activité pour représenter 29% des ventes totales en métropole. On peut revenir sur le graphique pour vous présenter à présent les perspectives que pressent Adéquation pour 2021, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, pour 2021, on peut imaginer tout d'abord une légère reprise des ventes au détail, en lien avec des volumes de mise en vente qui ne seront pas amputés tout simplement de 3 mois, comme cela a été le cas en 2020 avec le confinement. Donc, on pourrait imaginer une part de vente à occupants remonter autour de 50 000 ventes environ. Donc, on est loin des 65 000 en pic haut.
Pour les retrouver, il s'agira à terme, alors sûrement pas en 2021, mais il s'agira à terme de proposer autre chose sur les marchés pour cette clientèle, donc à travers des montages différents. Donc pas forcément en pleine propriété. On peut imaginer des montages dissociants, tels que le BRS par exemple, pour venir resolvabiliser et retrouver la clientèle de primo-accédants qui reste très demandeuse sur les marchés. Concernant la vente à investisseurs, on peut imaginer une stabilité autour de 40 000 ventes environ. Là, pour le coup, on n'imagine pas forcément à moyen terme un dispositif si puissant que le PIPTINEL qui permette de retrouver les investisseurs en nombre et qui viendrait compenser la baisse de 15 000 ventes réalisées auprès de cette clientèle. Sur la vente en bloc, donc légère reprise aussi du locatif social en lien avec l'activité de vente au détail. On le sait, les ventes en bloc, la construction de logements sociaux se fait pour plus de la moitié à travers l'activité des promoteurs immobiliers. Voilà, pour compléter les ventes en bloc en LLI et en LAC, donc avec d'une part le reliquat des opérations non actées en 2020 de CDC Habitat et Inly Logement, mais aussi l'appétence encore plus marquée des investisseurs institutionnels sur ce segment. On retrouve une progression, donc là François, je pense que tu es heureux d'entendre ça, une progression des ventes en bloc sur le segment de la résidence-service. Donc en conclusion, au total, le volume global de logements devrait être inférieur par rapport à 2020, donc compris autour de 160 000 ventes environ. On l'a dit, plus tard, il sera possible d'en faire plus, mais sous condition. Donc, retrouver les primo-accédants à travers le développement d'une offre en logement un peu plus abordable et en trouvant des montages disruptifs. Voilà pour cette première partie. On est allé un peu vite. J'espère qu'elle vous aura néanmoins permis d'avoir une vision générale du marché du neuf, d'en comprendre les mécaniques actuelles et futures. Je regarde les modérateurs pour savoir si nous avons de nouvelles questions. Ce n'est pas le cas, vous écoutez sagement, donc j'en suis satisfait. Je vous propose à présent de regarder le marché de l'ex-région du Languedoc-Roussillon. C'est celui qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc vous voyez ici un tableau récapitulatif d'évolution de l'activité dans le neuf depuis 2018 à travers plusieurs indicateurs. Donc l'indicateur des mises en vente, l'indicateur des ventes au détail, celui des ventes en bloc, le total correspond aux ventes totales sur vos marchés, l'offre disponible, c'est le stock en fin de période, la part de vente à investisseurs et le prix du neuf en libre, stationnement inclus cette fois-ci. Donc on y voit quoi? On y voit que en termes de logements mis en vente, on a perdu par rapport à 2019 1000 logements. Donc c'est autant de logements qui n'ont pas été lancés commercialement sur le marché. Cela représente une régression de 18%. Donc cette régression est inférieure, enfin on est mieux loti finalement que le niveau national. On pourrait penser que l'année 2019 avait déjà marqué une forte baisse, donc c'est vrai, mais nous étions dans l'exacte tendance de l'activité nationale. Donc finalement la baisse est un peu plus modérée. En Languedoc-Roussillon, on reste néanmoins sur le chiffre le plus bas constaté depuis plus de 20 ans sur le territoire. Regardons à présent les ventes au détail. Elles baissent dans l'exacte tendance du niveau national avec moins 34% de logements vendus au détail. Si on ajoute à cela les ventes en bloc, on voit que finalement, on n'a pas eu plus de ventes en bloc en 2020 sur le Languedoc-Roussillon par rapport aux autres années. Pourquoi? Parce que le plan de relance s'est manifesté principalement en Île-de-France, dans la métropole lyonnaise
et dans la métropole d'Aix-Marseille. Donc, les ventes en bloc n'ont pas forcément permis le rattrapage qu'on a pu observer au niveau national. Ça n'a pas été le cas dans de grandes proportions en Languedoc-Roussillon. Donc, en définitive, si on regarde les ventes totales, eh bien, ce sont 1900 ventes totales en moins par rapport à 2019. On est bien loin, et donc moins 3000 par rapport à 2018. On est bien loin des 8400 ventes détail plus bloc réalisées en 2018. Encore une fois, il faut se rappeler qu'on était clairement sur un pic haut et que la valeur de 2018 ne représente pas forcément un repère. On était tout en haut de l'activité. Le stock, et c'est là une des particularités du marché du Languedoc-Roussillon, c'est que contrairement à de nombreux autres marchés métropolitains, on va dire, il augmente légèrement en 2020. On est à plus 7%. On reste néanmoins sur un marché sous-offreur, qui ne répond pas à l'ensemble des besoins en termes encore une fois, de typologie, de gamme de prix ou de géographie de l'offre. On a connu pire en Languedoc-Roussillon. La part de vente à investisseurs, maintenant, on voit qu'elle se stabilise. Alors, tous les marchés n'ont pas connu des évolutions similaires. On le verra par la suite en rentrant dans le détail des marchés secondaires régionaux. Le prix, il augmente de 3,5% en 2020. Si on regarde un peu en arrière, on voit que la progression des prix est tout de même soutenue avec plus 8% en 2 ans. Je vous propose à présent de regarder plus finement vos marchés régionaux, donc les marchés secondaires et le marché principal locomotive qui est celui de la région de Montpellier. On peut tout d'abord commencer par les marchés secondaires. Enfin, avant cela, on peut parler du constat. Du constat principal, c'est que la baisse est généralisée et relativement homogène sur l'ensemble des marchés. Donc avec en moyenne une baisse de 34% des ventes. Donc tous les marchés ne se sont pas comportés de la même manière, on va le voir tout de suite, mais en termes de vente, en tous les cas, la baisse est généralisée. Si l'on commence par les marchés secondaires, alors tout d'abord, on parle de marchés secondaires, il faut savoir que ça représente près de 1 400 000 habitants, avec une dynamique démographique supérieure à 10 000 nouveaux habitants par an. Donc, on a de vrais besoins en logement sur ces marchés-là. On peut commencer, j'ai envie d'être facétieux aujourd'hui, par les plus petits marchés pour arriver aux plus gros, notamment celui de la région de Narbonne et le marché biterrois. Donc, aujourd'hui, ces marchés-là représentent seulement 100 à 150 ventes annuelles, sachant qu'ils ont représenté 4 à 5 fois plus en période haute. Donc certes, ces marchés ne sont plus éligibles au dispositif Pinel, puisque situés en zone B2, mais on voit qu'en termes de dynamique, ces marchés sont clairement moribonds. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les mises en vente ont progressé sur ces marchés, alors même que les ventes ont baissé. Donc là, on peut se poser la question de la demande sur ces marchés. On s'est coupé d'une clientèle d'investisseurs, puisque ceux qui veulent défiscaliser ne peuvent pas le faire. Et concernant la clientèle d'occupants, petit à petit, elle se désolvabilise dans la mesure où ces deux marchés ont connu les plus fortes progressions de prix. Je ne suis pas certain qu'à près de 4 000 € du mètre carré dans la région de Béziers, on puisse capter en masse les ménages occupants qui veulent acheter un logement neuf. Si on regarde le marché de 7 à présent, donc là, la dynamique est un petit peu différente. Le marché sétois connaît un gros problème d'alimentation depuis 2 ans. Donc en fait, on a les ventes sont supérieures de 2 fois, du double par rapport au nombre de logements mis en vente. Donc le problème ne vient pas tellement de la demande, mais plutôt du manque d'offres sur ce marché, puisqu'aujourd'hui on a un gros problème de stock qui est historiquement au plus bas.
Donc là aussi, contexte de pénurie qui favorise la progression des prix. On est à plus 7% en 2 ans sur ce marché. Le marché de Perpignan, à présent, lui aussi, on retrouve la même problématique, c'est-à-dire que c'est un marché qui est beaucoup moins alimenté. C'est un marché qui aujourd'hui représente moins de 500 ventes au détail, mais qui en a fait le double en période haute. On observe que donc les ventes, une baisse des ventes de l'ordre de 32% dans la moyenne. Et là aussi, on peut évoquer ce problème de désolvabilisation puisque les prix ont progressé pour atteindre 3 500 € le mètre carré hors parking dans la région de Perpignan. Enfin, le marché nîmois, eh bien, c'est celui qui tire son épingle du jeu puisqu'il a de bons ingrédients. On entend parler que les promoteurs investissent ce marché. Et en effet, la baisse des mises en vente est modérée. Elle est plus modérée puisqu'on est à moins 23%. Il faut savoir que c'est aujourd'hui le deuxième marché du Languedoc-Roussillon, que sa part de marché représente 15% des ventes du périmètre contre moins de 10% auparavant. Donc la région de Nîmes a le vent en poupe. La baisse des ventes est de 30% environ. Mais en fait, si on regarde bien, on voit que l'année 19 avait été littéralement extraordinaire. Donc en réalité, on reste sur des niveaux de vente qui sont très dynamiques. Les prix, ils sont encore accessibles à 3 500 € du mètre carré par rapport au marché montpelliérain qui se situe pas très loin. On voit un réel engouement de l'investissement locatif puisque la part de vente à investisseurs progresse pour atteindre 80% des ventes en progression de 6 points. Donc c'est un marché très dynamique. Je vous propose à présent d'évoquer le marché de la région de Montpellier, donc le plus gros marché du Languedoc-Roussillon, ça je ne vous l'apprends pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que son poids, depuis 2017, se stabilise à un niveau très bas, puisqu'il représente seulement un peu plus de la moitié du marché contre près de 2/3 les années précédentes. Donc, quand on est sur une certaine dynamique d'activité, on voit que finalement, les marchés qui en profitent, ce sont les marchés secondaires. C'est là où on a la plus grosse progression. Vous voyez en même temps en fait, notre nouvelle application, le fil digitalisé pour les abonnés aux observatoires qui vous permet de consulter tous les indicateurs qu'on a évoqués en ligne directement. Vous pouvez aller chercher toutes les informations en termes de prix, de volume de vente, de part de vente à investisseurs, etc., etc. Donc Anaïs est en train de regarder, de vous faire la démonstration. Si on revient sur la région de Montpellier, donc la particularité de cette année 2020, eh bien, c'est que la baisse des ventes a été plus prononcée que celle des mises en vente. C'est le rare marché métropolitain où le stock progresse. Si on regarde plus en détail et qu'on distingue ville de Montpellier et périphérie, sur l'indicateur mise en vente, par exemple, donc on est à seulement moins 9% de mise en vente sur la région. On voit que le poids de la ville de Montpellier dans les mises en vente baisse de 10 points et représente la moitié des mises en vente de la région de Montpellier. On observe en réalité que le rebond s'est réalisé à la faveur d'une activité dynamique en périphérie, avec un nombre de mises en vente très élevé à Castelnau notamment, mais aussi à Baillargues et à Moguio. Les ventes, on est à moins de 36% sur la région de Montpellier. Donc, elles sont un peu plus marquées que les niveaux nationaux. Elles ont mieux résisté à Montpellier, donc il fait office de marché résilient de la région. On est à moins de 33% sur la ville contre moins 40% sur la périphérie. Et la part de marché se stabilise entre 50 et 60% des ventes. Donc, les prix progressent de près de 5%. La progression a été davantage marquée à Montpellier qu'en périphérie.
Le stock, donc on l'a vu, hein, il progresse assez paradoxalement de 24% sur la région. On l'a dit grâce à un fort dynamisme des mises en vente en toute fin d'année en périphérie de Montpellier. Il faut rappeler que le marché reste sous-offreur, puisqu'on est à moins d'1 an de stock, donc on ne répond pas à l'ensemble des besoins. Sur l'indicateur de la part investisseur, on voit qu'elle régresse de 4 points à 60%, donc c'est assez étonnant. Et un des constats, c'est qu'elle régresse de 10 points à Montpellier. Elle représente seulement 58%, les investisseurs représentent 58% des ventes contre 68% l'année dernière. Donc pourquoi? Je pense qu'il y a une question de prix, tout simplement. Les investisseurs regardent tout de même la rentabilité et vu la progression des prix, ils peuvent potentiellement se réorienter. On l'a vu à Nîmes notamment, où elle représente une part beaucoup plus importante de l'activité. Elle progresse d'une manière un peu plus soutenue en périphérie de Montpellier à plus 6 points. Sur la question des ventes en secteur aménagé, la vente en ZAG représente 40% des ventes et en légère progression de près de 3 points. Sur les années précédentes, nous étions plutôt autour de 45%. Donc, on reste à peu près dans cette tendance-là. Je vois une question. La Chambre des notaires indique des transactions pour le neuf sur la région de Béziers aux alentours de 2 800 € le mètre carré, soit 2 000 € d'écart avec Montpellier. Oui, alors concernant la région de Béziers, on ne peut pas rentrer en détail dans tous les marchés, mais donc je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Il faut savoir que c'est la géographie des ventes qui fait un prix élevé à Béziers. Béziers représente seulement 15% des ventes de la région. Les autres ventes se faisant à Marseillan, à Leucate notamment, à Villas, donc des secteurs littoraux. Donc c'est ça qui fait que la progression des prix est aussi particulièrement élevée à Béziers. Donc vous évoquez un écart de prix. Alors tout dépend en fait des périmètres d'analyse. 2 000 € à Montpellier. Ça dépend si on parle de la ville de Montpellier, de l'agglomération, de la région de Montpellier. Donc, je pense que l'écart peut-être avec nos chiffres s'explique de cette manière. Une autre question, donc les prix indiqués sur l'ensemble des slides est PKI ou hors stationnement. Alors, je vous prie de m'excuser, en effet, j'ai pas fait cette précision. Si on regarde la légende, on voit bien que ce sont des prix hors stationnement. Si l'on regarde à présent les phénomènes de désolvabilisation des ménages locaux, alors on y voit quoi? C'est une approche théorique qui met en avant donc les revenus des ménages locaux, des classes moyennes supérieures, donc dont le revenu est, on parle là des 20% de ménages dont le revenu est égal ou supérieur au revenu médian. Donc c'est la classe moyenne supérieure qui représente une cible fatalement en promotion immobilière. On a fait cette approche théorique à l'échelle du Languedoc-Roussillon. Donc, vous avez les revenus nets par mois des ménages selon leur tranche d'âge, le budget en primo-accession correspondant avec les taux et les conditions bancaires actuelles. Donc, cela nous donne des budgets d'acquisition. Encore une fois, c'est très théorique et en moyenne, compris entre 130 et 185 000 pour les plus aisés des moins de 30 ans, compris autour de 200 à 290 000 chez les 30-39 ans, et compris entre 230 et 340 000 chez les 40-49 ans. Donc on voit quoi? On voit que par rapport à leurs besoins, eh bien, les prix du neuf ne permettent pas à la plupart d'entre eux d'acheter un logement qui corresponde à leurs besoins en termes de typologie. Puisque le T2 en prix moyen à l'échelle du Languedoc-Roussillon, on est à 185 000 € stationnement inclus,
alors que le budget des moins de 30 ans des classes moyennes est compris entre 130 et 185. Donc vraiment, on voit qu'on cible là, que le marché du neuf permet seulement aux ménages les plus aisés d'acquérir un logement neuf. Chez les 30-39 ans, ils peuvent avoir besoin d'un T3 ou d'un T4. On voit qu'un peu moins de la moitié d'entre eux peut acheter un T3 au prix du neuf. En revanche, il leur est complètement impossible d'accéder à la typologie T4. Chez les 40-49 ans, on peut imaginer qu'ils ont besoin d'un T4 ou d'un T5. Leurs budgets sont un peu légèrement inférieurs au prix du T4 moyen et très largement inférieurs au prix d'un T5 en moyenne à l'échelle de la région. Donc ce graphique voit les phénomènes de désolvabilisation et nous fait comprendre quoi? Finalement, il nous fait comprendre que le neuf se destine soit en primo-accession vraiment à la classe supérieure, aux 30% des ménages qui gagnent le plus, soit permet de toucher les secondo-accédants et notamment les ménages qui viennent, la demande, disons, exogène au territoire, de secondo-accédants, notamment de ménages d'âge mûr ou de jeunes seniors. Voilà, on va un peu vite, mais ça permet de laisser la part belle à la troisième partie qui sera la partie d'échange et de débat. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Est-ce que la présentation a été claire pour vous? Je ne vois pas beaucoup de réactions dans le chat ni dans les questions. Bon, pourtant, il va falloir s'y mettre puisqu'on aborde sans plus tarder la rubrique échange-débat, où je vous invite donc à participer vivement à nos échanges pour qu'il y ait une certaine dynamique et qu'on puisse répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir sur vos marchés. Donc, pour amorcer le dialogue, et donc avant d'échanger à bâton rompu, je vous propose une dernière slide. Donc, il faudra se dépêcher par la suite, puisqu'après, il n'y en aura plus. On finira pour le coup en avance. Je vous propose d'aborder donc les perspectives qu'on peut imaginer sur votre marché du Languedoc-Roussillon pour 2021. Donc, de la même manière qu'on l'a fait pour le national, on voit les ventes au détail, donc en couleur orange, les ventes en bloc en vert foncé, vert clair, donc LLS et locatif libre et LLI. Et vous avez également la part de résidence-service tout en haut des histogrammes. Donc, on se rend compte que le point haut, si on regarde le marché dans sa globalité, a été atteint en 2017, où on a fait plus de 10 000 ventes sur les marchés du Languedoc-Roussillon. On voit que progressivement, ces niveaux régressent pour atteindre un point aujourd'hui bas en 2020. On peut imaginer quoi pour 2021 ? On peut imaginer là aussi une reprise partielle de l'activité de vente au détail, puisqu'on l'a évoqué, finalement le stock progresse légèrement. On peut imaginer un effet de rattrapage sur les ventes, notamment auprès d'occupants, mais pourquoi pas d'investisseurs, si on leur propose une géographie de l'offre plus diversifiée. Légère reprise, mais qui ne laisse pas forcément espérer des volumes bien supérieurs à ceux de 2020. Encore une fois, un reliquat des ventes en bloc issues du plan de relance CDC Habitat, mais aussi les ventes en bloc institutionnelles, dont on voit qu'ils manifestent un fort intérêt sur le résidentiel et une dynamique qui pourrait croître dans les années à venir. Une reprise là aussi légère des ventes en bloc en locatif social, dans les mêmes proportions que le marché du détail. Donc en définitive, on peut dire que 2021 devrait s'inscrire malheureusement dans la tendance basse de 2020. Donc, je regarde si vous avez des questions.
donc merci Thomas, pouvez-vous nous donner, alors je ne la vois plus, pouvez-vous nous donner, en gros la question était d'avoir un éclairage sur le BRS en Occitanie. Clémence veut peut-être répondre à cette question, je crois. Oui, bonjour. Sur le BRS en Occitanie, on voit que c'est un dispositif effectivement qui monte en puissance ces dernières années, avec des agréments toujours plus nombreux sur l'ensemble de la France, des OFS qui portent le bail réel solidaire, donc qui est donc le dispositif d'accession à la propriété de manière plus abordable en dissociant le foncier du bâti. En Occitanie, on est un petit peu en retard, on va dire, en termes de nombre d'agréments. On en compte aujourd'hui 2 ou 3, les premiers ayant été Oxtalis, portés par Groupe des Chalets, donc plutôt côté Midi-Pyrénées, qui ont signé leur première opération en BRS, qui a été plutôt un succès avec une commercialisation assez rapide, mais donc qui a concerné plutôt Midi-Pyrénées que LR. Donc en Occitanie, pour l'instant, voilà, une opération notable en 2020 en BRS et des agréments qui commencent à arriver au nombre de 2 ou 3 sur la région, parce que les agréments sont régionaux, mais on n'est pas encore sur des dynamiques très fortes en termes d'opérations en BRS sur la région. En effet, il faut savoir que le BRS est particulièrement adapté au marché très tendu. Donc certes, c'est le cas en région de Montpellier, il n'y a aucun doute. C'est peut-être un peu moins vrai encore si on regarde les niveaux de prix des marchés secondaires, non pas qu'ils soient peu élevés, hein, mais je veux dire qu'on est sur en PACA par exemple, on voit que plusieurs opérations ont été commercialisées en BRS, on est sur des prix beaucoup plus élevés. Donc il a sa place sur ces marchés-là en proposant certes une offre qui n'est pas en pleine propriété, mais qui commence, donc ce montage dissociant commence à rentrer dans les mœurs chez les occupants, et notamment sur ces marchés où clairement ils ne peuvent ni acheter dans l'ancien ni dans le neuf. Donc l'acquisition finalement du bâti et le fait de payer une redevance à l'organisme foncier solidaire permet une décote du prix d'acquisition de l'ordre de 30 à 40%. Donc c'est pas neutre et ça permet, faut savoir une chose, c'est que le BRS permet de capitaliser pendant la durée d'occupation du logement, pardon. Généralement, on peut estimer à 7-8 ans cette période-là. Ça leur permet tout simplement de se constituer un apport en vue potentiellement par la suite d'accéder sur les marchés en pleine propriété. Donc ça a vraiment cette vertu-là, c'est d'être un tremplin finalement vers dans le parcours résidentiel des ménages. On voit que selon les simulations, cet apport peut représenter environ 50 000 € sur un T3 au bout de 8 ans. Merci Clémence pour cet éclairage. J'ai vu passer d'autres questions de Rémi. Merci Rémi pour ta question. Non, en premier, pardon, il y avait une autre question sur les chiffres du pays de Lunel et de la vallée de l'Hérault. Est-ce qu'il y a une activité dynamique? Alors aujourd'hui, pas vraiment, puisqu'il se trouve que j'ai les chiffres sous les yeux. Donc, dans la vallée de l'Hérault, il n'y a pas eu de vente. Et dans le pays de Lunel, on a eu 20 ventes en 2020 à 3 200 € en moyenne. Donc, pour l'instant, le fait que le futur PLUI préflèche peut-être ces secteurs, notamment le pays de Lunel, on n'en voit pas encore les effets. Une autre question, une idée sur la métropole de Montpellier de la part des ventes en secteur aménagé au regard des messages politiques forts insufflés localement par rapport au développement diffus. Oui, sur la métropole, on est encore une fois aujourd'hui sur une part en secteur aménagé qui oscille entre 40 et 42%. Donc c'est en légère progression en 2020. C'est un peu moins une période où finalement l'activité en ZAC était très marquée, où on était plutôt entre 45 et 50% de l'activité. Donc aujourd'hui, il s'agira en effet, si la volonté politique est de développer principalement
une activité en secteur aménagé, de tout simplement proposer une offre au sein de grands projets et de continuer un petit peu de faire perdurer ce qui est l'ADN de la région de Montpellier, de sa ville, de proposer une offre en secteur aménagé par le biais d'une maîtrise foncière. Bon, mais je vois beaucoup de questions, donc c'est parfait. Avez-vous mesuré l'impact du confinement crise sanitaire sur le volume des ventes tant au plan national que régional? Déjà sur l'activité et sur la période de confinement, pendant 3 mois, rien ne s'est passé. Donc, les mises en vente ont été reportées et les ventes ont été, pour certaines, reportées dès que les offices notariaux ont ouvert. Et pour d'autres, il y a eu tout de même de la casse, comme on dit. Des ménages qui voulaient acheter et qui finalement ne sont pas allés au bout de la démarche. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir de cette période-là, c'est difficile d'avoir des chiffres très précis, mais c'est finalement un trou d'air de plusieurs mois dans l'activité et qui fatalement s'est répercuté dans les ventes. Il faut rappeler que la crise sanitaire n'est pas le seul effet, enfin, n'est pas la seule raison de la baisse d'activité. On voit très bien que depuis 2019, c'était manifesté un repli des mises en vente en lien avec la forte activité observée les années précédentes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité a été plus dynamique que la capacité des territoires à fabriquer du foncier. Donc, la crise sanitaire est venue aggraver cela à travers notamment le plan de relance. Donc, on est venu encore retirer du marché une offre qui se réduisait comme peau de chagrin, expression favorite d'Anaïs. Donc, c'est pas le seul phénomène qui vient expliquer des chiffres au plus bas en 2020. En volume, que représentent les ventes en LLI? Sur quel secteur principalement? Agglomération de Montpellier uniquement. Les volumes en LLI, alors déjà, il faut savoir qu'ils sont minoritaires dans la répartition, puisque là, on parle clairement du plan de relance CDC Habitat, qui s'est porté sur un peu moins de 1000 logements en 2020 pour ce qui concerne le Languedoc-Roussillon. Donc 850 de mémoire, avec une part réduite à 20 à 30% en LLI. Le solde se faisant en libre abordable contractualisé, qui est, disons, qui correspond peu ou prou à un logement libre légèrement inférieur au marché du libre, mais qui n'est pas conventionné. Et sur la deuxième partie de votre question, oui, plutôt métropole de Montpellier par rapport au reste du territoire. Bon, c'est normal, Montpellier est le plus gros marché de la région, donc les efforts se sont observés sur la métropole. Montpellier, Castelnau, notamment. Donc, j'en reviens à la question de Rémi. Merci Rémi pour ta question. Pourriez-vous revenir sur les chiffres de la métropole de Montpellier, première couronne versus deuxième et troisième? Les chiffres de la métropole, je les ai, ça c'est sûr. Après deuxième et troisième couronne, alors je n'ai pas les chiffres précis sur les couronnes, mais l'idée est celle-ci, elle est que finalement la périphérie, c'est elle qui est venue rattraper, entre guillemets, les volumes de mise en vente placés sur le marché. De mémoire, on a 500 logements mis en vente à Castelnau, donc c'est énorme. Le solde un peu plus d'une centaine à Bayargues et à Moguio. Concernant les ventes, elles se sont réalisées là aussi sur ces marchés-là, mais aussi à Saint-Jean-de-Védas. Donc les chiffres, peut-être qu'Anaïs peut regarder les chiffres le temps que moi je prenne d'autres questions. On peut essayer de regarder les chiffres à travers le fil sur la métropole de Montpellier. En tout cas, je suis ravi de voir un tel enthousiasme de vos questions. Si quelqu'un veut prendre la parole et veut évoquer un sujet, je l'y invite fortement. Pour l'instant, personne ne l'a fait. Si certains parmi vous veulent échanger avec nous tout simplement de vive voix,
Ok, alors nouvelle question. J'ai deux écrans, excusez-moi, c'est compliqué. Donc, perspective pour Montpellier en 2021. Pour Montpellier, il s'agira de proposer une offre nouvelle sur les marchés. La crainte qu'on peut avoir d'ores et déjà porte sur les prix, puisqu'on est, on est à peu près certain que les prix devraient progresser. Ça paraît inéluctable au vu des niveaux de charges foncières pratiqués aujourd'hui au sein de la ville et du renchérissement très, très, très possible des coûts de construction. Ça sera encore plus vrai pour les coûts de construction à partir de 2021 et l'entrée en vigueur de la RE 2020, donc avec une progression de coûts estimée à peu près à 15% environ. Donc on sait déjà que le marché tend vers une progression des prix pour ce qui est de la ville de Montpellier. Donc avec les effets, on l'a déjà observé en 2020 sur les investisseurs qui finalement vont chercher des plus petits prix ailleurs. Et chez les occupants où finalement à ces niveaux de prix, on commence peut-être à désolvabiliser une grande partie des ménages locaux, en tous les cas des primo-accédants. Alors, Pierre-Charles, merci pour votre question. Sur la slide des revenus ménages locaux, prix du neuf, observez-vous la même tendance sur les autres métropoles? Bien sûr, bien sûr. Le marché du neuf se destine à, quand on voit l'écart de plus en plus important entre le marché de l'ancien et celui du neuf, on voit très bien que finalement, il se destine aux ménages aisés. Donc, soit aux secondo-accédants, soit vraiment aux ménages en primo qui font partie des classes supérieures. Je n'oublie pas, bien évidemment, le segment de la vente aidée, qui, pour le coup, qui est historiquement fait partie de l'ADN, notamment de la métropole de Montpellier, donc dont la part est en progression. Donc, je salue en tous les cas le fait que la métropole propose une offre en logement aidé. Mais si on regarde le marché du libre, oui, ces phénomènes de désolvabilisation sont naturellement observés sur tous les marchés métropolitains. C'est un peu moins exacerbé sur les marchés, disons, de villes moyennes et zonage B1, où on voit qu'il y a moins d'écart entre les revenus des ménages et les prix du neuf. Encore une fois, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, on me fait des signes. On me fait des signes, oui, quelqu'un veut intervenir. Ben, faisons intervenir. Je crois que Grégory Fay va intervenir sur les chiffres relatifs au PC en langue en LA et LC. Écoutez, ravi, oui, on peut faire intervenir Grégory. Merci pour cette proposition. On peut le faire venir M. Fay sur scène? C'est en cours? Ok. On est en direct et on a le droit d'avoir des moments d'attente. En attendant, je peux peut-être imaginer d'autres questions. Alors, c'est en cours. C'est un peu long, mais c'est en cours. Donc, les villes littorales, pourcentage de résidences secondaires résistent-elles mieux? Je pense que la baisse est généralisée. Le constat qu'on peut observer en PACA notamment est peut-être un peu moins vrai que sur notre côte qui attire moins d'étrangers que ce qu'on peut voir sur notre littoral à nous. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir clairement un retrait et un abandon des ventes de la part d'investisseurs étrangers s'observe moins sur notre côte qui est peut-être un peu plus investi par une clientèle française.
Donc, une autre question, on n'arrive pas à faire venir M. Fay sur scène. Bon, ben je suis vraiment désolé, il y a manifestement une difficulté technique, on va essayer de la résoudre. Bonjour Simon, cette hausse des prix et sa décorrélation avec les revenus régionaux ne risquent pas de réserver l'offre uniquement aux investisseurs hors département? Si, de la même manière que les investisseurs locaux peuvent aller voir des marchés secondaires moins chers, on peut imaginer que des investisseurs type parisiens ou lyonnais n'investissent plus dans ces marchés devenus encore plus chers pour trouver ce qu'on peut appeler de meilleurs prix encore en Languedoc-Roussillon. Donc l'origine géographique de l'investissement locatif peut changer, ça c'est évident. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? Il nous reste 5 petites minutes. Je suis vraiment navré de ce bug technique. Mais bon, c'est la première conférence que l'on organise sous ce format-là. Ah, je crois que c'est OK. Et bonjour à tous, excusez-moi, en effet, quelques Monsieur Fay, bonjour. techniques. Je voulais en profiter pour vous donner quelques chiffres sur les logements autorisés, donc les PC délivrés, qui donnent forcément une visibilité ou tout du moins une tendance là, pour l'année à venir en termes de mise en vente et de vente. Tout d'abord, vous indiquez qu'au niveau des logements commencés, Oui. contrairement aux ventes ou aux mises en vente, on a eu une baisse qui est marquée sur les communes autour de Montpellier, puisqu'on est à moins 31% de logements commencés sur les communes en dehors de Montpellier, sur la métropole, alors qu'on est sur une stabilité sur la ville de Montpellier en termes de logements commencés par rapport à 2019. Et au niveau des logements autorisés, donc des PC délivrés, vous indiquez que sur le deuxième semestre 2020, on est à 10 ou 20 unités près, exactement sur le même chiffre des logements autorisés au deuxième semestre 2019 sur la ville de Montpellier. Voilà, je voulais vous donner ces éléments d'analyse. Merci. Donc, si je comprends bien, on n'a pas eu de baisse marquée des autorisations de PC concernant la ville de Montpellier. Non, donc sur l'ensemble de la métropole, en termes d'autorisation, si on prend les 2 semestres, donc le premier en plein confinement et le deuxième, on est sur une baisse de 19%, qui est marquée à 30% sur les communes en dehors de la ville-centre et uniquement à 9% sur la ville de Montpellier. Donc logiquement, le marché devrait pouvoir être alimenté, ce qui explique d'ailleurs peut-être l'augmentation de l'offre, notamment en fin d'année. Tout à fait, et une baisse moindre des mises en vente sur 2020, donc dont on peut espérer finalement qu'elles vont repartir en 2021. Donc c'est une très bonne chose, j'ai envie de dire. Je pense que pour le coup, la métropole semble tirer son épingle du jeu par rapport à la baisse de permis autorisés qu'on a pu observer en Occitanie, qui correspond à la moyenne nationale. Donc, on est à moins 14% de mémoire à l'échelle d'Occitanie. Donc, ravi qu'on puisse espérer un renouvellement de l'offre en 2021 au sein de la métropole. C'est une très bonne chose. Ça permettra de venir un petit peu détendre ce contexte, malgré tout, de tension qu'on peut observer sur le stock, puisqu'encore une fois, on parle d'un marché qui reste à l'image des principales métropoles, qui reste plutôt sous-offreur. Donc c'est bien que la métropole soit particulièrement proactive sur l'autorisation des PC. Merci beaucoup en tous les cas pour votre intervention. Avec plaisir, bonne journée à tous. Voilà, ça fait 1 heure, donc je vous propose de mettre fin à cette conférence. Je vous remercie infiniment. J'espère vous avoir donné, avec Clémence, j'espère que nous vous avons donné des éclairages sur vos marchés. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et à très bientôt.